Je voudrais vous faire part du travail que nous avons poursuivi, qui a commencé il y a déjà quelques années, mais que nous avons poursuivi pendant cette journée, hier surtout, un peu aujourd'hui, pour les suites à donner à nos yeux, afin que l'Église soit toujours plus attentive aux victimes, collabore mieux avec la justice, et puis prennent les décisions les plus adaptées, les plus justes, les plus conformes aux exigences de la loi française et du droit canonique par rapport à ceux qui ont commis de tels actes. Je voudrais rappeler d'abord, par une brève citation, comment déjà en 2000, nous nous exprimions quand nous avons fait le tout premier travail, donc c'était en novembre 2000. Voilà ce que nous affirmions, vous en aurez le texte tout à l'heure sur la feuille qui vous sera remise. Ces actes de pédophilie, l'Église les condamne absolument. Les actes de pédophilie, actes sexuels, marqués par une forte inégalité, sont profondément destructeurs. Et lorsque l'agresseur est un prêtre, il y a une double trahison. Aujourd'hui, ces affaires tragiques concerne peu de prêtres, mais n'y aurait-il qu'une seule affaire, elle serait toujours de trop à nos yeux, vous vous en doutez bien. Nous demandons d'ailleurs aux prêtres qui ont commis ces faits coupables toujours de se dénoncer à la justice. Et le Conseil permanent qui a travaillé, bien sûr, rappelle cette première priorité pour l'Église, pour nous les évêques, d'accueil et d'écoute des victimes, et puis notre engagement à collaborer avec la justice. Et il redit la nécessité que les victimes ou leurs familles portent plainte en cas de faits répréhensibles, ce qui ne fut pas toujours le cas dans le passé. Non pas que nous ne le demandions pas, mais que les familles ne voulaient pas toujours, à l'époque, qui était une autre époque, porter plainte. Ces choses-là, je fais allusion bien sûr au fait qui est antérieur à l'an 2000. Alors, en ce qui concerne les décisions que nous avons prises hier, la première, c'est en ce qui concerne les victimes. Nous soulignons l'importance qu'elles aient un lieu où elles soient assurées d'être accueillies, écoutées et accompagnées. Il y a toujours possible, bien sûr, la rencontre avec l'évêque ou son représentant direct, mais il nous a semblé qu'il était nécessaire que chaque victime puisse entrer en contact facilement avec les personnes en charge de cette écoute dans nos diocèses. À cet effet, des cellules d'écoute seront mises en place au niveau des diocèses ou des provinces ecclésiastiques. Nous avons 14 provinces ecclésiastiques. Nous avons des diocèses qui ont une population pour le moins peuplée de 70 000, mais enfin en gros de 110 120 000 à plus d'1,5 million. Et vous devinez bien que les outils nécessaires pour cela ne peuvent pas être les mêmes. Donc on laisse aux provinces et aux archevêques le soin d'organiser ces cellules d'écoute, soit au niveau diocésain, soit au niveau interdiocésain, soit au niveau provincial. Mais surtout, nous avons un site internet dédié, notamment l'accueil des victimes, permettra celle-ci de rentrer en contact avec cette cellule locale dès qu'elle sera installée. Du coup, dès aujourd'hui, c'est-à-dire dès aujourd'hui 12 avril, et dans l'attente de la mise en place du site internet, l'adresse mail paroledevictimes@cef.fr est ouverte aux victimes, afin que nous puissions donner l'écho et le suivi le plus rapide possible à tous ceux et celles qui le souhaiteraient. Donc voilà ce premier point par rapport à ce qui concerne les victimes, leur meilleure écoute, l'organisation de leur meilleure écoute, et cela va se perfectionner dans les semaines qui viennent afin que nous arrivions à identifier la personne qui dans chaque diocèse sera désignée pour accueillir et recevoir, même si la rencontre avec l'évêque, bien sûr, est toujours possible. Deuxièmement, dans l'histoire des diocèses,
des cas particuliers demeurent, même anciens, sur lesquels il est nécessaire de faire la lumière. Et nous savons bien que c'est un peu dans ce domaine-là qu'aujourd'hui les choses se sont révélées. Et nous nous engageons à faire ce travail, faire la lumière sur ces cas particuliers anciens, comme nous le faisons sur les cas portés à notre connaissance, notamment par les victimes. Troisième point, il appartient aux évêques, ayant connaissance de faits précis, de prendre les mesures conservatoires nécessaires jusqu'à la décision de justice afin de tout mettre en œuvre pour protéger les enfants et les jeunes. Et puis après la décision de justice, jusqu'au résultat de la procédure canonique, ces mesures seront réajustées. Donc vous voyez les deux temps qu'il y a pour nous, le travail avec la justice de notre pays et puis le travail avec le droit canonique et le jugement de l'Église. Et ces deux procédures ne marchent pas à la même allure, mais nous voulons, dès qu'il y a un fait qui nous a été révélé, prendre les mesures conservatoires nécessaires de prudence et de sagesse immédiatement, quitte à les réajuster au terme des procédures, de la fin des procédures judiciaires. Quatrième point, qui est un élément vraiment nouveau, nous créons une commission nationale, alors au niveau national, d'expertise indépendante qui va être présidée par une personnalité laïque, qualifiée et composée d'experts, anciens magistrats, médecins, psychologues ou parents. Quelle est la mission de cette commission nationale d'expertise que nous voulons indépendante? C'est de conseiller les évêques dans l'évaluation des situations de prêtres ayant commis des actes répréhensibles. Les évêques pourront saisir cette commission nationale lorsqu'il n'a pas une telle structure localement à sa disposition. Et cette commission sera mise en place avant l'été 2016. Un petit peu, si vous voulez, une distance avec des personnalités qualifiées qui sont du monde que je viens d'évoquer dans l'énumération, pour aider à objectiver, à conseiller, à prendre du recul par rapport aux personnes en cause, en particulier bien sûr les prêtres, pour voir un peu de quoi, qu'est-ce qui est des points d'attention précis. Le cinquième point, vous savez, nous avions depuis le début une cellule de veille que préside toujours à ce jour Monseigneur Lalanne, qui a conduit ce travail depuis l'an 2000. Et cette cellule permanente de lutte contre la pédophilie va remplacer cette cellule de veille. Une cellule permanente de lutte contre la pédophilie, elle va être rattachée à la présidence de la Conférence des évêques de France pour poursuivre le travail de cette ancienne cellule de veille, c'est-à-dire pour continuer à porter le souci de la prévention et de la lutte contre la pédophilie, ainsi que de la formation des divers acteurs pastoraux sur le terrain. Et c'est surtout au niveau du double volet de l'attention aux choses nouvelles qui peuvent apparaître, parce que tel ou tel aspect, parfois c'est la législation qui bouge, parfois c'est des événements, des révélations, et puis le côté de la formation, de l'accompagnement des personnes qui travaillent dans l'Église, à avoir les outils pour ces formations. Elle va aussi, on lui demandera, cette cellule, d'accompagner, de conseiller cette mise en place des cellules locales d'accueil, d'accueil et d'écoute, afin que les victimes soient toujours mieux écoutées et accueillies. Et c'est elle qui sera l'interlocuteur des associations de victimes qui se sont créées ou qui se créent afin qu'il y ait un contact le meilleur possible. Enfin, le sixième et dernier point, et le Conseil permanent a insisté sur le travail de prévention auprès de tous les éducateurs, les animateurs, les prêtres, les enseignants, les séminaristes, et il charge ce Conseil, cette cellule permanente de lutte contre la pédophilie, de mettre en place un site internet public
à destination de tous les acteurs concernés et de mettre sur ce site tous les outils nécessaires, c'est-à-dire déjà tous ces outils que nous avons élaborés depuis l'an 2000 et que nous avons améliorés, perfectionnés au fil des temps, qu'ils soient à la disposition de tous, et enfin de veiller à ce que le vade-mecum de ces procédures à suivre à usage des évêques soit rédigé, soit fini, soit achevé, parce qu'il est déjà commencé, soit achevé le plus rapidement possible et remis aux évêques. Le 13 juin, nous aurons ici notre rencontre annuelle, bisannuelle plutôt, Conseil permanent archevêque. Elle est fixée au 13 juin, elle est fixée au 13 juin. Donc nous nous retrouverons là et avec eux, nous pourrons commencer à voir comment localement les provinces et les diocèses auront travaillé cette mise en place des cellules d'accueil et d'écoute et ces outils dont je viens de vous parler. Vous devinez que, en disant ces conclusions de ce travail que nous avons fait, il y a pour nous à la fois le visage des victimes et de leurs familles, à la fois le visage des prêtres, auteurs de ces faits, et que tout cela provoque en nous des sentiments que nous voudrions de respect, de proximité à l'égard des victimes, également d'accompagnement des prêtres ayant commis ces faits et qui restent pour nous des prêtres de nos diocèses dont nous nous sentons également la charge jusqu'au bout, même au-delà de ces actes qu'ils ont pu commettre et qui sont totalement répréhensibles, décevants et dramatiques. Voilà, je vous remercie.